Je m'appelle Élodie. Toute ma vie, j'ai pris soin de ma petite sœur, Clara. J'étais encore une enfant quand nous avons perdu nos parents dans un accident de voiture. J'avais 19 ans, elle 14. En un instant, tout a basculé. Nos parents, ceux qui nous avaient protégés, aimés et soutenus, n'étaient plus là. Il n'y avait plus que nous deux, et j'avais cette lourde responsabilité de veiller sur elle, de la protéger à tout prix. Les années qui ont suivi ont été difficiles. Je me suis retrouvée à jongler entre plusieurs emplois pour payer notre loyer, acheter à manger, et m'assurer qu'elle ne manque de rien. J'ai mis de côté mes rêves, mes ambitions et mes désirs personnels. Je n'avais plus de place pour moi. Chaque décision, chaque sacrifice était pour elle. Clara devait avoir une vie meilleure que la mienne, une vie sans la douleur que j'avais ressentie en grandissant. C'était ma mission, ma promesse. Je me souviens des soirées où, fatiguée, je m'endormais devant la télévision, le bruit des machines à laver en fond sonore, pendant que Clara s'endormait dans sa chambre, la tête pleine de projets et d'innocence. Elle était ma priorité. Et même quand j'avais l'impression d'être épuisée, je trouvais toujours un peu de force pour lui offrir ce dont elle avait besoin. Un câlin, un sourire, un conseil. Je voulais qu'elle grandisse en sachant qu'elle pouvait toujours compter sur moi, même si je n'avais plus grand-chose à offrir que mon amour et ma protection. Puis, il y eut David. Quand je l'ai rencontré, j'avais presque oublié ce que c'était que de se sentir désiré, chéri, admiré. David est entré dans ma vie comme un rayon de soleil après des années de pluie. Il était beau, attentionné, intelligent, et d'une douceur infinie. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité, vue et aimée pour ce que j'étais, sans les cicatrices du passé. J'avais l'impression que le destin me donnait une récompense pour tout ce que j'avais sacrifié. David est devenu mon rocher, celui sur lequel je pouvais m'appuyer sans crainte. Il était solide, rassurant. Je me souviens de nos longues conversations, de nos rires partagés, des moments où il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait pour lui. Et Clara, elle l'adorait aussi. Elle disait souvent qu'il était le grand frère qu'elle n'avait jamais eu, et je me suis dit que c'était une chance pour nous deux d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi bien. Elle le respectait, et je pensais qu'il lui apportait cette stabilité qu'elle avait aussi toujours recherchée. Nous nous sommes mariés sous un ciel de printemps, comme un conte de fées. L'air était doux, et l'odeur des fleurs fraîches semblait tout embrasser. Clara était ma demoiselle d'honneur, radieuse, émue, les yeux brillants de bonheur. Ce jour-là, elle n'était pas simplement ma sœur, elle était celle qui avait partagé mes rêves et mes sacrifices. Nous étions une famille. Rien ne pouvait briser ça. Je pensais que ce bonheur, cette complicité, serait éternelle. Mais je n'avais pas vu la petite graine de jalousie qui germait en elle. Derrière son sourire lumineux, ses éloges et ses gestes tendres se cachait une autre vérité, plus sombre, plus insidieuse. Une partie d'elle voulait ce que j'avais, David, ce pilier que j'avais tant désiré. Au début, tout allait bien. Clara venait souvent nous rendre visite. Elle apportait son énergie, sa joie de vivre. David la complimentait, riait avec elle, écoutait ses anecdotes d'enfance avec attention. Il lui offrait la même gentillesse qu'il m'offrait, et je n'y voyais rien de mal. C'était simplement la fraternité, après tout. Mais peu à peu, un malaise s'est installé. Un silence lourd que je n'arrivais pas à expliquer. David, d'habitude si ouvert, devenait étrangement distant après ses visites. Ses sourires semblaient un peu forcés, ses regards plus fuyants. Je lui en parlais, mais il me disait que c'était juste la fatigue, que le travail l'épuisait. Je lui croyais. Après tout, qu'aurais-je pu penser d'autre? Clara, quant à elle, avait toujours une excuse pour rester un peu plus longtemps. Elle disait qu'elle avait besoin de discuter avec David, de s'assurer que tout allait bien. Mais à chaque fois, je sentais quelque chose d'incongru dans son attitude, comme si elle cherchait à s'immiscer davantage dans notre vie, dans notre espace, dans notre couple. Puis je suis tombée enceinte. Je croyais naïvement que Clara serait ravie. Elle m'apportait des repas, me massait les pieds lorsque je me plaignais de douleur, et m'aidait à organiser la maison. Mais tout cela était teinté d'une étrange insistance. Elle s'introduisait dans mon quotidien de manière de plus en plus marquée. Elle se tenait trop près de David, posait des gestes un peu trop familiers, un peu trop affectueux. Elle faisait comme si tout cela était normal, comme si elle avait toujours fait partie de notre intimité. Je la voyais parfois jeter à David des regards insistants, presque possessifs, comme si elle attendait quelque chose de lui. Elle le regardait d'une manière qui m'était étrangère,
comme une amante secrète, et cela m'angoissait sans que je puisse mettre des mots sur ce sentiment. Mais j'étais fatiguée, épuisée par ma grossesse, émotionnellement fragile. J'étais prise dans le tourbillon des préparatifs pour l'arrivée de notre enfant, et je me suis convaincue que j'étais paranoïaque, que mes doutes étaient le produit de mon anxiété et de ma vulnérabilité. Je me suis laissée aveugler par l'idée que ma sœur, ma propre sœur, n'aurait jamais de telles pensées. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas normal. Ces petites choses qui m'échappaient, ces gestes furtifs, ces sourires trop persistants. Il y avait une tension, un sous-entendu. Mais je n'avais pas le courage de voir la vérité en face. Et surtout, je ne voulais pas y croire. Un jour, Clara est venue, en larmes. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce pressentiment avant même qu'elle ne franchisse la porte. Peut-être que c'était dans son regard, ou dans l'air qui avait soudainement changé. Il y avait quelque chose de lourd, quelque chose de brisé, comme si l'air lui-même était saturé de secrets. Elle est entrée, ses yeux rouges, ses mains tremblantes. Elle s'assit sur le canapé, sans un mot, le visage baissé. Un silence lourd s'est installé entre nous, un silence que je n'arrivais pas à briser, malgré le tourbillon de pensées qui se précipitait dans ma tête. J'ai cherché ses yeux, mais elle ne me regardait pas. Elle semblait perdue, comme si elle cherchait ses propres mots, comme si elle ne savait même pas par où commencer. Puis elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu la douleur dans son regard. « Élodie, je suis désolée, mais je ne peux plus te le cacher. » Elle a fait une pause, cherchant visiblement la bonne façon de formuler ce qui allait suivre. Je n'ai rien dit, parce que je sentais au fond de moi que ce qu'elle allait dire allait changer ma vie à jamais. J'ai eu peur. Une peur viscérale qui m'a glacée sur place, mais je n'ai pas bougé. Je suis restée là, comme un rocher sur lequel les vagues de l'horreur allaient bientôt s'abattre. David te trompe. Le sol s'est soudainement dérobé sous mes pieds. Ce fut comme un coup de poignard dans la poitrine. Une douleur si aiguë que pendant un instant, je ne savais plus respirer. Mon cœur a raté un battement, puis deux, puis 1000. Un tumulte infini a envahi ma tête. La pièce a tourné autour de moi, comme si tout le reste du monde avait disparu et qu'il ne restait plus que moi, seul, au centre de cette terrible révélation. Je l'ai fixé, incapable de parler. C'était comme si mes mots s'étaient échappés, comme si ma gorge était nouée par un cordon invisible. Je voulais hurler, mais aucune voix ne sortait. J'étais paralysée par l'incrédulité, la douleur, et cette sensation d'être trahie, brisée, réduite à néant. Elle a continué, entrecoupée de sanglots, ses larmes tombant comme une pluie froide sur ses mains tremblantes. Je l'ai vue, Élodie. Je l'ai vue embrasser une femme. C'était hier, en sortant de son travail. Ils étaient si proches. Si proches. Comme s'ils n'avaient jamais été que ça, que des amants. Ils s'embrassaient comme si tu n'existais pas. Elle s'est arrêtée, incapable de continuer. Un silence lourd a envahi la pièce. Mes mains étaient serrées autour de mes genoux, mes doigts crispés. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de marteau dans mon crâne, faisant éclater mon cœur en 1000 morceaux. Elle m'a tendu son téléphone, et j'ai vu l'image. Une photo floue, mal cadrée, prise en vitesse, mais suffisamment claire pour que je reconnaisse immédiatement David. Il était là, dans les bras d'une autre femme, son corps collé au sien, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Leurs lèvres se touchaient. Ce baiser, c'était une gifle. C'était l'effacement de tout ce que j'avais cru, de tout ce que j'avais construit. J'ai fermé les yeux, tentant désespérément de réprimer les larmes, mais elles sont tombées malgré moi, chaudes et amères, roulant sur mes joues comme un torrent incontrôlable. Tout mon être était brisé. Cette photo, ce moment figé dans le temps, n'était plus qu'un miroir brisé de mes illusions. David, mon David, m'avait trahi. Il m'avait trompé. Je n'ai même pas pris le temps de réfléchir, de poser des questions, de chercher à comprendre. La douleur était trop vive, trop rapide. Elle me submergeait, m'étouffait, et tout ce que je pouvais faire, c'était crier. Crier pour exorciser la peine, pour chasser la colère, pour évacuer l'injustice qui me rongeait. Je me suis levée d'un coup, mes bras tendus, la voix brisée par la douleur. Tu me has menti. Tout ce temps, tu m'as menti. Comment as-tu pu? Comment as-tu osé? Je n'ai même pas vu ses yeux. Je n'ai pas vu ses gestes de supplication, ses excuses qui tentaient de se frayer un chemin dans le chaos. Tout ce que je voyais, c'était l'image de David et cet inconnu, leur étreinte qui me transperçait.
J'ai voulu courir vers lui. J'ai voulu le confronter immédiatement, tout de suite. Mais non, je ne pouvais pas. Pas encore. Je devais d'abord comprendre pourquoi, comprendre l'étendue de cette trahison. Pourquoi il m'avait fait ça? Pourquoi il m'avait laissé dans l'ignorance? Clara m'a supplié, m'a appelé, mais je ne l'ai pas écouté. Elle a essayé de m'expliquer, de justifier David, de dire qu'il avait agi par faiblesse, qu'il regrettait. Mais je n'ai rien voulu entendre. Je n'étais plus capable de la regarder, de lui parler. La douleur m'étouffait. L'amertume m'envahissait. Je suis sortie, furieuse, perdue, prête à tout briser. La seule chose qui comptait, c'était que la vérité m'avait été arrachée à coups de mensonges. Et rien ne pourrait jamais réparer ça. Le lendemain, je suis partie. Le matin suivant, tout avait changé. Le vent, qui semblait me pousser dans une direction que je ne pouvais pas encore comprendre, me forçait à partir. J'ai pris mes affaires sans un mot, mon cœur battant douloureusement dans ma poitrine, me brisant à chaque pulsation. Je n'avais plus de place chez moi, plus d'envie de respirer l'air lourd de trahison et de douleur. Les murs qui autrefois me rassuraient étaient désormais devenus des spectateurs silencieux de mes souffrances. J'ai pris la route sans savoir où j'allais, mais je savais une chose, je ne pouvais pas rester là. Pas dans ce lieu où les souvenirs de David, nos rêves partagés, s'étaient brisés en milliers de morceaux invisibles. Je me suis rendue chez Sophie, une amie d'enfance, elle qui savait me donner un peu de réconfort, un peu de paix. Le temps d'accoucher, elle m'a dit. Ce n'était que ça, quelques mois. Mais même une minute semblait insupportable. J'ai posé mes affaires dans sa chambre d'amis, les yeux vides, le cœur en cendres. J'avais l'impression de flotter dans un océan de douleur, comme si je n'étais plus qu'une ombre. Et ce n'était pas seulement la trahison qui m'étouffait, mais aussi l'incertitude, l'idée que tout ce que j'avais cru, l'amour, la fidélité, la famille s'était effondré. Je me suis accrochée à Noé, mon bébé qui grandissait dans mon ventre, espérant que son innocence m'apporterait un peu de lumière dans cette nuit interminable. Quelques mois plus tard, Noé était déjà né. Je pensais que le pire était derrière moi, que j'avais réussi à me reconstruire en dépit de la douleur. Mais la vérité, comme une ombre persistante, était sur le point de ressurgir. C'est une amie commune qui m'a appelée, la voix tremblante de bouleversement. Elle semblait en proie à une agitation qui me glaçait. « Élodie, tu ne vas pas y croire. J'ai vu Clara et David ensemble, dans un restaurant. Ils avaient l'air d'un vrai couple. C'était inimaginable. » À ces mots, mon cœur s'est arrêté. J'ai senti un froid glacial m'envahir, comme si le sol se dérobait encore sous mes pieds. Clara et David ensemble, à nouveau, après tout ce qui s'était passé. Comment était-ce possible? Mes pensées s'embrouillaient, se heurtaient, s'effondraient. Je ne pouvais pas y croire. Je ne pouvais tout simplement pas. Mais la douleur m'a poussé à agir. Je ne pouvais pas rester là, à douter. Il fallait que je voie de mes propres yeux. Il fallait que je comprenne. J'ai mis mon manteau, pris une profonde inspiration, et je suis partie. Je suis allée vérifier moi-même. Arrivé au restaurant, j'ai cherché, le cœur battant, ces deux silhouettes familières. J'ai scruté la pièce, les regards fuyants, les conversations murmurées, jusqu'à ce que je les repère. Là, au fond de la salle, ma sœur et David, assis ensemble, plongés dans une conversation silencieuse. Je suis restée là, dans l'ombre de la vitrine, observant à travers la vitre embuée, comme une spectatrice de ma propre tragédie. Clara, éclatante de bonheur, caressait la main de David, comme si ce geste était normal, comme si tout allait bien, comme si le monde n'avait pas été dévasté par leur trahison. Et David, celui que j'avais aimé plus que tout, celui qui avait été mon pilier, le père de mon fils, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait le regard vide, absurde, résigné. Il semblait perdu, comme un homme qui n'avait plus d'âme, d'identité. Il était là, physiquement présent, mais mentalement absent, comme si le poids de ses choix l'avait englouti. Il n'y avait pas d'amour dans ses gestes. Pas de pasión. Rien que de la résignation, comme un homme brisé, écrasé par la culpabilité, la peur, l'impuissance. Et Clara ne semblait même pas le voir. Elle était trop occupée à se nourrir de sa victoire, de la douleur que j'avais ressentie. C'était une manipulation, une victoire bien calculée. Je suis restée là, figée, mon cœur battant à tout rompre. La vérité, enfin, s'était dévoilée devant moi,
avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas un simple adultère. Ce n'était pas juste une erreur. C'était une conspiration, un plan minutieusement orchestré. David n'était pas l'homme que j'avais cru. Il avait cédé, il avait succombé à la faiblesse. Et Clara, elle était la maîtresse du jeu, la manipulatrice qui avait tout orchestré dans l'ombre. Elle avait fait de ma vie un cauchemar. J'ai engagé un détective privé. La vérité, même douloureuse, devait être mise à jour. Je ne pouvais pas laisser cette trahison dans le flou. Je ne pouvais pas rester dans l'incertitude. Je voulais tout savoir, chaque détail, chaque mouvement, chaque mot échangé entre eux. Le détective m'a fourni un rapport, détaillant tout. Les rencontres secrètes, les messages échangés, les appels en cachette. Et la photo que Clara m'avait montrée, celle qui m'avait détruite. C'était un montage. Un travail de manipulation, soigneusement préparé. La femme sur la photo n'était même pas une collègue de David. Elle n'était rien d'autre qu'une actrice qu'ils avaient engagée pour le plan. C'était une mise en scène, une illusion parfaitement conçue pour me détruire. Chaque détail était calculé, chaque mouvement orchestré pour me faire croire à une vérité qui n'avait jamais existé. Et David avait cédé. Après mon départ, après ma douleur, il s'était laissé engloutir par la culpabilité. Il se sentait perdu, sans moi, mais il n'avait pas trouvé la force de me retrouver. Il était prisonnier de ses propres erreurs, de sa propre honte. Il avait cédé à Clara, non pas par amour, mais par faiblesse. Et dans son regard vide, j'ai vu la vérité. Il n'était pas un homme brisé par l'amour d'une autre. Non, il était brisé par sa propre résignation. Clara avait gagné. Elle avait tout calculé. Elle avait détruit ma vie, ma famille, ma confiance en l'amour. Elle avait gagné, et moi, j'étais là, dévasté, sans savoir comment me reconstruire. Elle avait manipulé les fils de ma vie, m'avait enlevé l'essence même de ce que j'avais cru être le plus précieux. Et elle avait tout gagné. Pendant des semaines, je suis resté seul, dévasté. Il y avait des jours où je ne quittais même pas mon lit. Où chaque respiration semblait un effort surhumain. Où chaque souvenir, chaque éclat de rire passé, chaque regard échangé, revenait me hanter avec une cruauté insupportable. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment n'avais-je pas vu les signes? Les regards envieux de Clara, ses gestes déplacés, son insistance à faire partie de mon monde? La douleur était telle qu'elle me donnait parfois envie de hurler jusqu'à en perdre la voix. Ce n'était pas seulement David que j'avais perdu. C'était une part de moi-même, une part de mon passé, de mon innocence, de ma capacité à croire en l'autre. La trahison de Clara résonnait en moi comme une blessure plus profonde que toutes les autres. Ma propre sœur. Celle que j'avais élevée comme une fille, pour qui j'avais tout sacrifié. Comment avait-elle pu nourrir une telle jalousie, un tel venin, à mon encontre? Je voulais me venger. J'y ai pensé, oui. Raconter à tout le monde ce qu'elle avait fait. L'exposer au grand jour, la faire tomber comme elle m'avait fait tomber. Je voulais qu'elle ressente la même douleur, la même solitude, le même abîme sans fond dans lequel je m'étais enfoncé. J'ai imaginé 100 scénarios de vengeance, chacun plus cruel que le précédent. Mais alors que je nourrissais ces pensées sombres, je me tournais parfois vers Noé. Mon fils. Mon miracle. Je le regardais dormir dans son petit berceau, ses poings minuscules fermés dans des gestes innocents, sa respiration douce et paisible. Et là, au milieu de la nuit, dans ce silence suspendu, la vérité m'est apparue. Je ne voulais pas élever mon fils dans la haine. Je ne voulais pas qu'il hérite de ma colère, de mes blessures. Je ne voulais pas que son monde soit teinté des trahisons de ceux qui auraient dû nous aimer. Mon fils méritait mieux. Il méritait une mère forte, debout, capable de transformer sa douleur en sagesse. Alors, doucement, laborieusement, j'ai repris ma vie en main. Ce fut un travail lent, douloureux. Comme recoller un vase en 1000 morceaux, sans jamais être certaine de retrouver sa forme d'origine. Mais chaque jour, pour Noé, pour moi-même, j'ai ramassé un fragment de mon âme et je l'ai recollé. J'ai coupé tout contact avec Clara et David. Sans explication, sans cri, sans larmes supplémentaires. Le silence était ma seule réponse. Je les ai effacés de ma vie comme on arrache une ronce empoisonnée d'un jardin. Pas pour oublier, mais pour ne plus leur donner le pouvoir de me blesser. J'ai déménagé dans une autre ville, un endroit où rien ne me rappelait ce passé douloureux. J'ai changé de travail,
recommençant tout en bas, humblement. Mais cette fois, chaque pas en avant était un triomphe silencieux. J'ai reconstruit ma vie morceau après morceau, avec patience, avec douleur, mais surtout avec amour pour mon enfant. Chaque sourire de Noé, chaque éclat de rire, chaque premier pas, chaque maman maladroit me rappelait pourquoi je m'étais battue. Pourquoi je continuais de me battre. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis enfin heureuse. Pas une joie éclatante, irréelle, mais une paix profonde, solide. Celle qui naît quand on a connu l'enfer et qu'on en est sorti debout. J'ai rencontré quelqu'un, un homme doux, sincère, qui a su aimer mes cicatrices au lieu de les fuir. Il n'a pas cherché à remplacer David. Il a juste marché à mes côtés, jour après jour, avec respect et tendresse. Un amour vrai, authentique. Un amour qui ne s'achète ni ne se vole. Noé grandit dans un foyer baigné de lumière, entouré d'un amour sincère. Il ne connaît pas les ombres de mon passé, seulement la force de ce que nous avons construit ensemble. Quant à Clara, parfois, des connaissances communes me parlent d'elle, en chuchotant, croyant que je veux savoir. Je sais qu'elle a fini par perdre David. Leur relation, bâtie sur la trahison, la culpabilité et le mensonge, s'est lentement effondrée, comme un château de sable sous la marée. Car un amour né dans la trahison est condamné à s'effondrer. David est parti, vidé, incapable de supporter la mascarade. Et Clara a récolté ce qu'elle avait semé. Et malgré tout ce qu'elle m'a pris. Mon enfance partagée, mes souvenirs, une partie de mon avenir. Malgré tout, je lui ai pardonné. Pas parce qu'elle le méritait. Non. Mais pour moi. Parce que je refusais de rester la prisonnière de ma colère. Parce que je voulais que Noé connaisse une mère libre, forte, debout. Le pardon n'était pas une faiblesse. C'était mon ultime victoire. Car aujourd'hui, Clara appartient au passé. Et moi, j'avance, le cœur léger, vers un avenir que personne ne pourra plus jamais me voler.